Je me suis réveillée du coma. Mon corps était complètement rigide. J'entendais vaguement mon mari et ma belle-mère se disputer froidement. Quand est-ce qu'on la débranche du respirateur? J'ai été forcée de fermer les yeux. J'ai fait semblant de dormir jusqu'à ce qu'une infirmière s'approche de moi et me chuchote doucement à l'oreille. Je vais vous aider à vous échapper, car ils ne savent pas que vous êtes réveillés, avant que l'histoire ne commence vraiment. Avant que l'histoire ne commence vraiment, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne ratez aucune de nos prochaines histoires captivantes. Cela faisait déjà 4 jours que mon père avait disparu, puis avait été déclaré mort. La police avait conclu que le petit bateau que mon père utilisait souvent pour pêcher sur le lac d'Annecy, derrière notre villa privée, avait chaviré à cause du mauvais temps. Son corps n'a jamais été retrouvé à ce jour, avalé par les eaux profondes et glaciales. À partir de ce jour, mon monde s'est effondré. J'avais perdu mon seul parent, le pilier de ma vie et mon plus grand protecteur. Au milieu de cette profonde tristesse, cependant, je me sentais chanceuse d'avoir mon mari. Romain était toujours à mes côtés. Romain était l'homme que j'avais épousé il y a 3 ans. Il avait toujours été tendre et aimant. Il semblait m'adorer sincèrement. Ma belle-mère, Hélène, avait également emménagé avec nous depuis la disparition de mon père. Chaque soir, elle me préparait une tisane chaude. Elle me serrait dans ses bras quand je pleurais et me disait de me reposer beaucoup. De l'extérieur, ma vie présentait l'image d'une famille unie face à la tragédie. Mais derrière les murs épais de notre maison, quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de sombre, commençait lentement à faire surface, menaçant ma santé mentale. Tout a commencé par un SMS que mon père avait envoyé sur mon portable, exactement 3 heures avant l'heure présumée de sa mort sur le lac, établie par la police. Le message était extrêmement étrange et inhabituel. Mon père n'était pas du genre à envoyer des messages mystérieux. Le message se composait uniquement d'une série de chiffres et d'une courte phrase « 418 922 ». Pour ma fille uniquement. Au début, j'ai cru que mon père l'avait envoyé par erreur, ou que le téléphone s'était activé dans sa poche. Mais après que mon père a été déclaré mort, le message n'a cessé de me hanter. Pourquoi mon père avait-il envoyé ces chiffres? Que signifiait « pour ma fille uniquement » J'ai posé la question à Romain encore et encore. Mais il se contentait de me serrer dans ses bras et de dire que être mon père commençait à perdre la mémoire, ou qu'il avait simplement tapé quelque chose au hasard avant l'accident. Romain m'a conseillé de ne pas trop y penser pour ne pas me stresser. Mais en tant que sa fille, mon instinct me disait autre chose. Un après-midi, alors que Romain était au bureau et que ma belle-mère faisait la sieste, j'ai décidé de fouiller dans les affaires que mon père avait laissées et que la police avait rapportées de la villa. En fouillant dans la mallette de mon père, j'ai trouvé une petite boîte noire. À l'intérieur, il y avait une carte mémoire de caméra embarquée. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas la carte mémoire de la voiture de mon père, mais une carte mémoire de rechange de la voiture de Romain. Ma curiosité a vaincu mon deuil. J'ai emporté la carte dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et je l'ai insérée dans mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient en ouvrant les fichiers vidéo. La plupart n'étaient que des enregistrements de trajets quotidiens ennuyeux, mais mon regard s'est arrêté sur un fichier enregistré le jour exact de la disparition de mon père. L'heure à l'écran indiquait 16:00. C'était l'heure à laquelle mon père était présumé s'être noyé. J'ai lancé la vidéo. La caméra embarquée montrait la voiture de Romain garée dans une zone boisée, donnant directement sur le lac derrière notre villa. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Romain m'avait dit qu'il était en réunion avec un client dans le centre-ville ce jour-là, et ma belle-mère prétendait avoir joué aux cartes avec ses amis. Alors pourquoi la voiture de Romain était-elle près de la villa de mon père? À cause des arbres, l'image vidéo n'était pas claire, mais le microphone de la caméra avait enregistré nettement les sons extérieurs. J'ai retenu mon souffle en entendant la voix de mon mari. « Assure-toi qu'il ne reste aucune trace. » La voix de Romain était glaciale, complètement différente du ton tendre qu'il utilisait avec moi. « Maman a déjà tout arrangé. Va et finis ce que tu as commencé avec ce vieil homme têtu. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne change son testament, » répondit une voix de femme. J'ai couvert ma bouche avec ma main. C'était la voix de ma belle-mère, Hélène. Les larmes ont immédiatement coulé sur mes joues. Mon corps tremblait. Qu'est-ce qu'il faisait là? Avait-il vu mon père se noyer et n'avait-il rien fait? Ou pire encore, avait-il causé la mort de mon père? Ma tête bourdonnait. Je me suis souvenu de ce qui s'était passé 2 semaines avant la mort de mon père. Mon père était soudainement entré dans une colère noire et avait renvoyé Thibault, le gardien de la villa qui travaillait pour nous depuis 20 ans. À l'époque, mon père n'avait pas donné d'explication claire, il s'était simplement enfermé dans son bureau. Mais maintenant,
Je me souvenais que Romain et ma belle-mère avaient suggéré le renvoi de Thibaut. Ils disaient que Thibaut était vieux, qu'il buvait souvent et volait à la villa. Finalement, mon père l'a renvoyé, laissant la villa sans surveillance le jour de sa mort. Tout commençait à avoir un sens. Ce n'était pas un accident. C'était un plan méticuleusement élaboré. Romain et ma belle-mère avaient éliminé le seul témoin de la villa, puis ils étaient allés voir mon père ce jour fatal. Je pleurais silencieusement devant mon ordinateur portable. Le mari parfait que j'aimais tant, l'homme qui me serrait toujours dans ses bras avant de dormir, était un monstre qui cachait son vrai visage derrière un masque d'amour. Je devais apporter cette preuve à la police. Je devais les faire mettre en prison. Mes mains tremblaient. J'ai retiré la carte mémoire et l'ai cachée dans la poche de ma veste. J'ai effacé l'historique de lecture de l'ordinateur portable et j'ai tout rangé rapidement. Ce soir-là, Romain est rentré à la maison. Comme toujours, il m'a embrassé sur le front et m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai essayé de forcer un sourire, d'avoir l'air aussi naturel que possible, mais je ne pouvais pas cacher complètement le dégoût et la terreur qui me serraient la poitrine. Pendant le dîner, la main de Romain s'est soudainement arrêtée alors qu'il se servait du riz. Il m'a regardé avec des yeux perçants. « Chérie, tu es très pâle. Tes mains tremblent aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses encore à ton père ?» demanda Romain d'une voix si profonde et sombre qu'elle me glaça jusqu'aux os. Ma belle-mère me dévisagea également de l'autre bout de la table. Son regard n'était plus maternel, mais suspicieux et inquisiteur. « Oui, ma petite. Tu as l'air très bouleversée depuis cet après-midi. Tu ne serais pas allée dans le bureau de Romain, par hasard ?» demanda Hélène. « Non, maman, je suis juste fatiguée, » répondis-je en hésitant. J'ai immédiatement baissé la tête, n'osant pas soutenir leur regard. Je savais que Romain était très intelligent. Il lirait sûrement la panique sur mon visage. Le lendemain matin, je devais quitter cette maison sous le prétexte d'aller acheter des fleurs pour la tombe de mon père. Ensuite, j'irai directement à la gendarmerie. Le lendemain, mon plan semblait bon. Romain est parti tôt au bureau et ma belle-mère était occupée dans le jardin arrière. Les mains tremblantes, j'ai pris les clés de la voiture. J'ai démarré le moteur et j'ai franchi le portail. Mon cœur battait à tout rompre à l'idée que j'allais bientôt envoyer mon propre mari derrière les barreaux. Mais alors que je dévalais les routes sinueuses des Alpes, quelque chose de terrible s'est produit. Quand j'ai appuyé sur la pédale de frein pour ralentir, la pédale s'est enfoncée dans le vide. Elle était molle. Paniquée, j'ai appuyé encore et encore de toutes mes forces. Mais la voiture ne ralentissait pas du tout. Au contraire, elle accélérait sur la pente raide. J'étais terrifiée. J'ai essayé de tirer le frein à main, mais le levier était bloqué, il ne bougeait pas. Une sueur froide a recouvert mon corps. Devant moi, il y avait un virage serré et un fossé profond. J'ai tourné le volant de toutes mes forces pour éviter la voiture qui arrivait en face, mais j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Le crissement assourdissant des pneus a accompagné mon propre cri. Le paysage a commencé à tourner rapidement devant mes yeux. Ma voiture a percuté la glissière de sécurité à grande vitesse, a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser avec un bruit énorme contre un vieil arbre. Les vitres ont volé en éclats, le métal a grincé contre le métal, et une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine et la tête. Ma vision s'est lentement brouillée. Les sons environnants se sont estompés. Et lentement, tout est devenu noir. La dernière chose dont je me souviens, c'est le sourire froid de mon mari à la table du dîner. Sombre, froid, silencieux. J'avais l'impression de flotter dans un vide infini. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières semblaient collées. J'ai essayé de bouger mes doigts, mais aucun muscle n'obéissait aux ordres de mon cerveau. J'étais piégée dans mon propre corps, mais étrangement, mon ouïe est revenue progressivement. Le premier son était un bip rythmique et monotone. Le son d'un moniteur cardiaque. Bip, bip. Puis, j'ai senti un contact doux sur mon bras. Quelqu'un changeait mon pansement et ajustait le tube de perfusion dans ma veine. L'odeur caractéristique des hôpitaux, un mélange de désinfectant et de sol fraîchement lavé, a frappé mes narines. « Tenez bon, madame. Le stade critique est passé », murmura une voix féminine douce. À son ton, je savais que c'était une infirmière. Je voulais crier, je voulais pleurer et la supplier d'appeler la police. Je voulais lui dire que mon accident n'en était pas un, mais une tentative de meurtre, mais ma bouche est restée fermée. Les médecins avaient probablement déjà diagnostiqué mon état. Le syndrome d'enfermement, un état dont j'avais lu un article médical une fois. Mon corps était temporairement paralysé à cause du grave traumatisme crânien et de l'effet des anesthésiques, mais ma conscience était parfaitement claire. Soudain, la porte de l'unité de soins intensifs s'est ouverte. Des pas lourds et le claquement de talons hauts ont résonné dans ma chambre. Les pas se sont arrêtés près de mon lit.
J'ai senti l'air devenir lourd et suffocant. Comment va-t-elle, mademoiselle? C'était la voix de Romain, la voix de l'homme qui, à l'hôtel, avait juré de me protéger toute sa vie. La patiente est toujours dans le coma, monsieur. Ses fonctions vitales sont stables, mais son cerveau ne montre encore aucun signe de réveil. Excusez-moi, je sors un instant pour chercher une autre poche de perfusion, répondit poliment l'infirmière. J'ai entendu les pas de l'infirmière s'éloigner, mais la porte ne s'est pas complètement fermée. L'infirmière était probablement juste allée derrière le paravent. Après quelques secondes de silence, la voix de ma belle-mère a brisé le silence. Pourquoi ces saletés de frein ne l'ont-ils pas tuée? Siffla Hélène. Sa voix était pleine de déception et de haine non dissimulée. Nous avons passé toute la nuit à couper le câble de frein, mais cette démone respire encore. Débranche la machine. Romain, pour qu'on en finisse avec tout ça. Chaque mot de ma belle-mère était comme un poignard dans mon cœur. Il l'avait vraiment planifié. Mon propre mari avait saboté ma voiture. L'homme qui m'embrassait sur le front chaque soir avant de dormir était le même homme qui souhaitait ma mort. Les larmes ne pouvaient pas couler de mes yeux fermés, mais mon âme hurlait de douleur. « Ne sois pas folle, maman !» répondit Romain d'une voix étouffée mais ferme. « L'hôpital est plein de caméras de sécurité. Nous ne pouvons pas la tuer de nos propres mains ici. Alors combien de temps devons-nous attendre? Si elle se réveille et se souvient de la vidéo sur la carte mémoire, nous sommes finis, Romain. Je suis sûre qu'elle a vu notre enregistrement au lac. C'est pour ça qu'elle s'est comportée si bizarrement hier soir, balbutia ma belle-mère. Écoute-moi, maman. » Le visage de Romain se pencha plus près de moi. Je sentis son souffle près de mon oreille, ce qui me donna une violente nausée. Nous ne pouvons pas la tuer maintenant. Ce vieil homme a converti toute sa fortune, l'argent de l'entreprise et l'héritage en plusieurs centaines de kilos de lingots d'or de la Banque de France. Il l'a caché dans un coffre-fort secret dont nous ne connaissons pas l'emplacement. Et quel est le rapport avec cette femme? Demanda Hélène avec impatience. Parce que seul le vieil homme et Amélie connaissent le code, gronda Romain d'une voix étouffée mais puissante. Le vieil homme a envoyé le code de l'emplacement sur le téléphone d'Amélie juste avant que je ne le pousse dans le lac. Et le téléphone d'Amélie est verrouillé par reconnaissance faciale et empreinte digitale. Si Amélie meurt maintenant, ce téléphone restera verrouillé pour toujours et nous ne trouverons jamais l'or. Nous devons la garder en vie, au moins jusqu'à ce que nous lui arrachions le code. Ma poitrine se serra de rage et d'incrédulité. Donc tout ça, c'était pour l'or. Les 3 ans de notre mariage, chaque amour, chaque étreinte et chaque douce promesse n'étaient qu'une façade pour mettre la main sur la fortune de mon père. Ils avaient tué mon père parce qu'il ne voulait pas laisser sa fortune à Romain, qui était dépensier et criblé de dettes. Et maintenant, ils voulaient me torturer parce que j'étais la clé de leur trésor. Mais et si elle se réveille? Et qu'elle appelle la police immédiatement? Protesta ma belle-mère d'une voix tremblante. Laisse-moi m'en occuper, dit Romain. Nous la ramènerons à la maison sous prétexte de la soigner là-bas. Si elle se réveille, je la forcerai à déverrouiller le téléphone et à me dire où se trouve le coffre. Une fois que j'aurai l'or, je m'assurerai personnellement qu'elle suive son père au fond du lac. La voix de Romain était glaciale et sans émotion. J'étais anéantie. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Cet homme n'était pas humain. C'était un démon déguisé. La terreur envahit chaque cellule de mon corps. Ils allaient me ramener à la maison, me torturer et me tuer dans ma propre maison. Personne ne m'aiderait. La police croirait que je suis morte des complications de l'accident. J'étais complètement seule, attendant ma propre mort. J'ai entendu les pas de Romain et de ma belle-mère s'éloigner vers la fenêtre. Très doucement, ils ont continué à se disputer sur la façon d'organiser mes soins à domicile. Au même moment, j'ai senti quelqu'un s'approcher du bord de mon lit. Ses pas étaient très légers, presque silencieux. J'ai de nouveau senti l'odeur de désinfectant. C'était l'infirmière de tout à l'heure. Elle se pencha très profondément sur moi. Ses lèvres frôlèrent presque mon oreille. « J'ai tout entendu » chuchota-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Je m'appelle Léa. Vous devez faire comme si vous étiez amnésique. Ne montrez pas que vous vous souvenez de quoi que ce soit. S'ils réalisent que vous vous souvenez de la vidéo ou du code du coffre, ils vous tueront aujourd'hui même. Je vais vous aider à sortir d'ici. » Mon corps ne pouvait pas réagir, mais dans mon cœur, une petite étincelle d'espoir s'est allumée. Cette infirmière, une étrangère que je ne connaissais pas, était prête à risquer son travail et sa vie pour me sauver. Ma peur a été lentement remplacée par un immense désir de vivre. Peu de temps après, Romain et ma belle-mère sont revenus à mon lit. Léa est rapidement retournée à ses tâches, a pris mon bras et a commencé à masser doucement mes doigts. Miraculeusement, que ce soit grâce au massage de Léa ou parce que l'effet de l'anesthésique commençait à s'estomper, j'ai pu bouger mes paupières.
La lumière crue des soins intensifs a frappé ma rétine. J'ai gémi doucement. Un son rauque et faible est sorti de ma gorge. « Ma chère Amélie, tu es réveillée !» s'écria Romain d'une voix fausse, apparemment pleine d'amour. Il me serra fort la main. Le contact de sa peau me donnait envie de crier de dégoût, mais je me suis souvenu de l'avertissement de Léa. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, et j'ai regardé le visage de mon mari sans émotion. J'ai pris une expression de confusion totale et de peur. « Qui êtes-vous? Où suis-je » ai-je demandé d'une voix tremblante qui semblait extrêmement crédible, même à mes propres oreilles. Romain se tut. Ma belle-mère recula d'un pas, le visage choqué. Léa intervint immédiatement en tant que professionnelle de la santé. « Excusez-moi, monsieur, madame. Ne forcez pas la patiente. D'après les résultats du scanner cérébral, la patiente a subi un coup violent à la tête. Elle souffre d'amnésie rétrograde. Les souvenirs des derniers mois ou années ont été temporairement effacés à cause du traumatisme. » Romain et ma belle-mère se regardèrent. J'ai vu les muscles de la mâchoire de Romain se détendre. Dans ses yeux, l'inquiétude a été remplacée par un immense soulagement. Ils l'ont cru. Ils ont vraiment cru que le souvenir du meurtre de mon père et de mon accident avait été effacé de mon esprit. « Ce n'est rien, ma chérie, » dit Romain doucement en me caressant les cheveux. « Je suis ton mari. Tu as eu un accident. Repose-toi. Nous allons rentrer à la maison, et je prendrai soin de toi jusqu'à ce que ta mémoire revienne. » Derrière mon regard vide, dans mon cœur, j'ai juré. Je ne rentrerai pas à la maison avec toi, Romain. Ce soir, je m'échapperai, et je vous détruirai tous les deux jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. La nuit est tombée lentement, enveloppant le bâtiment de l'hôpital et apportant un silence sinistre dans les couloirs de l'unité de soins intensifs. Depuis le début de l'après-midi, je jouais continuellement le rôle de la femme amnésique. Mon mari et ma belle-mère étaient revenus dans l'après-midi avec un neurologue. Et de derrière mes paupières mi-closes, j'ai vu mon mari parler au médecin avec un sourire écœurant de fausseté. Romain insistait pour me ramener à la maison le lendemain matin, arguant que l'environnement familial et les soins à domicile m'aideraient à retrouver la mémoire plus rapidement. Le médecin a protesté, suggérant que je reste au moins une semaine en raison de la gravité de ma blessure à la tête. Mais mon mari, avec sa fortune et son influence, a acculé l'hôpital, a signé une décharge de responsabilité et a promis d'engager les meilleurs infirmiers privés pour moi. En entendant cette décision, mon sang s'est glacé dans mes veines. Je savais exactement ce que signifiaient pour eux les soins à domicile, une torture sans témoin. Dès que la porte de notre maison se refermerait, mon mari ne serait plus tendre. Il me forcerait, me torturerait physiquement et psychologiquement jusqu'à ce que je crache l'emplacement de l'or et le code secret laissé par mon père, puis il me ferait disparaître sans laisser de traces. Après la fin des heures de visite, mon mari s'est approché de mon lit. Il m'a caressé la joue avec le dos de sa main. Un contact qui m'avait autrefois procuré un sentiment de sécurité me donnait maintenant la nausée et me terrifiait. « Demain matin, je te ramène à la maison, ma chérie. Nous rentrons dans notre propre maison, » chuchota mon mari très doucement, presque comme le sifflement d'un serpent venimeux. Il m'embrassa sur le front, puis se retourna et quitta la chambre avec ma belle-mère. Quand la porte s'est refermée et que leurs pas se sont perdus au bout du couloir, j'ai enfin pu expirer le souffle que je retenais. Les larmes que j'avais retenues jusqu'alors ont coulé sur mes joues et ont trempé l'oreiller. J'avais mal partout. J'avais l'impression que mes os avaient été réduits en poudre. Mais cette douleur physique n'était rien comparée à la terreur qui me rongeait l'âme. Demain serait le dernier jour de ma vie si je ne sortais pas d'ici ce soir. Je ne reverrai plus jamais le lever du soleil en tant que femme libre. Le silence est revenu dans la chambre. Seul le son du moniteur cardiaque se faisait entendre. Environ 2 heures après que l'hôpital se soit calmé, la porte de ma chambre s'est ouverte sans un bruit. Une femme est entrée rapidement et prudemment. C'était Léa, l'infirmière qui m'avait promis de me sauver plus tôt dans l'après-midi. Léa s'est immédiatement approchée de mon lit. Elle tenait un sac en toile de taille moyenne. « Vous êtes prête ?» demanda Léa à voix basse. Ses yeux me regardaient sérieusement. « Votre mari a tout arrangé pour votre départ demain matin. Si nous n'agissons pas maintenant, vous n'aurez pas d'autre chance. » Ce soir, la surveillance est relâchée aux soins intensifs car il y a une opération d'urgence en bas. C'est notre seule chance. J'ai hoché faiblement la tête. « Aide-moi, Léa. Je ne veux pas mourir entre leurs mains, » ai-je répondu d'une voix rauque et tremblante. Léa agit immédiatement. Très prudemment, elle a retiré l'aiguille de perfusion du dos de ma main. Une douleur aiguë m'a transpercé la peau, me faisant presque crier, mais je me suis mordu fortement la lèvre inférieure pour ne pas faire de bruit. Léa a appuyé un coton imbibé d'alcool sur le point de piqûre et l'a recouvert d'un pansement. Puis elle a ouvert le sac en toile et en a sorti une blouse d'infirmière bleue,
avec un masque chirurgical et une charlotte. Mettez ça. C'est peu, être un peu grand, mais ça cachera votre identité aux caméras et aux gardes de sécurité dans le couloir. Je vais vous aider à vous lever, dit Léa en me soutenant. S'habiller était une torture. Chaque fois que je bougeais l'épaule ou la jambe, une douleur aiguë parcourait mes nerfs. Les contusions de l'accident de voiture sur tout mon corps étaient encore fraîches. J'avais tellement mal à la tête que j'ai eu un vertige pendant un instant. Mais l'adrénaline et la peur de la mort m'ont poussé à continuer. Avec l'aide de Léa, j'ai finalement enfilé l'uniforme d'infirmière. Léa a mis le masque chirurgical sur mon visage. Seuls mes yeux étaient visibles. « Écoutez-moi bien », dit Léa en me regardant droit dans les yeux. « Nous sortirons par la sortie de secours au bout du couloir, puis nous descendrons les escaliers de secours jusqu'au parking souterrain. Ma voiture est là-bas. Vous devez baisser la tête. Boitez un peu. Ce n'est pas grave. Mais ne regardez pas les caméras. Si quelqu'un demande quelque chose, je répondrai. » J'ai hoché la tête. Léa m'a fait sortir de l'unité de soins intensifs. Le couloir de l'hôpital était froid et effrayant. Les néons clignotaient lentement, se reflétant sur le sol brillant. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine à chaque fois que j'entendais des pas lointains ou le grincement des roues d'un lit de malade. Nerveuse. Je m'agrippais fermement au bras de Léa. Nous nous sommes cachés derrière un chariot de médicaments, collé au mur, pour éviter le faisceau de la lampe de poche du gardien de nuit. Le pire, c'était les escaliers. Mes jambes tremblaient, peinant à supporter mon propre poids. J'ai failli tomber plusieurs fois, mais Léa m'a rapidement rattrapée, m'a entourée de son bras à la taille et m'a laissé m'appuyer complètement sur elle. Une sueur froide perlait sur mon front sous le masque serré. Après ce qui m'a semblé être une descente infernale de 4 étages, nous sommes enfin arrivés au parking souterrain, sombre et malodorant. Léa m'a conduite à une vieille berline argentée. Elle a ouvert la portière côté passager et m'a aidé à monter, puis elle s'est rapidement glissée derrière le volant. Lorsque le moteur de la voiture a démarré et que nous avons quitté l'enceinte de l'hôpital, j'ai appuyé ma tête contre le siège, haletante, mais mon sentiment de sécurité n'a duré que quelques secondes. Alors que la voiture traversait les rues sombres et silencieuses d'Annecy, une paranoïa extrême s'est emparée de moi. Je ne pouvais m'empêcher de regarder dans les rétroviseurs. Chaque fois que les phares d'une voiture apparaissaient derrière nous, je retenais mon souffle et me recroquevillais. J'avais l'impression que mon mari était dans cette voiture, qu'il avait remarqué ma fuite, qu'il nous avait localisés, et qu'il nous poursuivait maintenant pour me tuer dans cette rue déserte. « Léa, tourne à gauche. Tourne dans cette petite rue, » dis-je soudain d'une voix tremblante en voyant une voiture noire qui nous suivait depuis plusieurs minutes. Léa fut surprise, mais elle tourna immédiatement le volant vers une ruelle étroite et sombre, évitant la voiture noire qui continua tout droit. Léa arrêta la voiture un instant sur le bord d'une rue calme et me regarda avec compassion. Je halaitais encore, mes mains tremblant sur mes genoux. « Vous êtes en sécurité maintenant ? Nous sommes hors de leur portée, » dit Léa, essayant de me calmer. « Mais nous ne pouvons pas errer sans but dans les rues de la ville. Je n'ai pas beaucoup d'essence. Vous devez me dire où nous pouvons nous cacher. Avez-vous un ami proche ou un membre de votre famille en qui vous pouvez avoir confiance ?» La question de Léa me laissa sans voix. Où pouvais-je aller ? Je n'avais ni téléphone, ni argent, ni papier d'identité. Je ne pouvais pas aller chez mes amis, car mon mari les connaissait tous. Il irait certainement les voir un par un. Je ne pouvais pas non plus louer une chambre d'hôtel sans papier et sans argent. J'étais complètement seule, acculée, au bord du désespoir ultime. La conversation de l'hôpital avec ma belle-mère m'est revenue en mémoire. Ils avaient tout planifié. Ils avaient saboté ma voiture et, avant cela, ils avaient renvoyé le gardien de la villa de mon père pour qu'il n'y ait pas de témoins lorsqu'ils l'ont noyé. Le gardien de mon père, Thibault. Soudain, mes yeux s'écarquillèrent en me souvenant de ce nom. Thibault était un ancien gendarme qui avait pris une retraite anticipée il y a des années à cause d'une blessure par balle à la jambe. Mon père l'avait pris sous son aile quand il avait des problèmes financiers et lui avait donné un travail de gardien dans sa villa préférée. Thibault était extrêmement loyal envers mon père et m'aimait presque comme sa propre fille. Quelques semaines avant la mort de mon père, mon mari et ma belle-mère s'en sont pris à Thibault. Ils l'ont accusé jusqu'à ce qu'il soit renvoyé sans une indemnité décente et chassé de la villa. Thibault détestait certainement mon mari et ma belle-mère. Et surtout, Thibault vivait seul dans une petite maison dans un village isolé des Alpes, loin du centre-ville. Mon mari ne penserait jamais à me chercher chez ce vieil homme qu'il avait lui-même humilié et chassé de nos vies. Cet endroit était bien en dehors de la zone de surveillance de mon mari. « Léa !» dis-je d'une voix de plus en plus ferme, en regardant l'infirmière qui avait tout risqué pour moi. « Je sais où nous allons. Hors de la ville, vers les montagnes.
Il y a quelqu'un là-bas en qui nous pouvons avoir confiance. Quelqu'un qui a tout autant de raisons que moi de détruire mon mari et ma belle-mère. Léa hocha la tête sans hésitation, tourna le volant, ramena la vieille berline sur la route nationale, et nous avons continué notre chemin dans l'obscurité de la nuit, vers le seul rayon de lumière qui me restait dans la vie. Le trajet jusqu'au village a duré près de 2 heures. En nous éloignant de la ville, la vue des grands immeubles a été remplacée par de vastes champs sombres et des forêts denses le long de la route. Il n'y avait pas d'éclairage public. Seule la lumière des phares de Léa perçait l'obscurité de la nuit. Pendant tout le trajet, je suis restée silencieuse, la tête appuyée contre la vitre froide de la fenêtre, tandis que mon esprit tourbillonnait. L'image du sourire tendre de mon mari s'est transformée en celle d'un monstre terrifiant. L'image de ma belle-mère me préparant une tisane chaude s'est déformée en un rictus de démon avide. Et l'image de mon père sombrant dans les eaux glaciales du lac d'Annecy déchirait mon âme sans cesse. Finalement, la voiture de Léa a ralenti et a tourné sur un chemin de gravier. Au bout du chemin se trouvait une simple maison, mi-pierre, mi-bois, au milieu d'une immense cour arborée. La maison semblait silencieuse, mais une faible lueur filtrait par la fente de la fenêtre avant. C'était la maison de Thibaut, le fidèle gardien de mon père. Léa a coupé le moteur. Le silence était total autour de la maison. Seul le chant des grillons se faisait entendre. Léa est sortie rapidement, a couru de l'autre côté et m'a aidé à sortir. L'air nocturne de la campagne était froid et m'a immédiatement fait frissonner. J'ai resserré la grande blouse d'infirmière autour de moi, tout en continuant à m'appuyer sur l'épaule de Léa. Mes genoux tremblaient. Nous avons suivi un petit sentier jusqu'à la porte en bois. J'ai levé ma main tremblante et j'ai frappé doucement à la porte. Pas de réponse au premier coup. Cette fois, j'ai frappé un peu plus fort. « Thibaut, c'est moi, Thibaut. S'il vous plaît, ouvrez la porte, » dis-je d'une voix rauque, presque étouffée par le vent nocturne. Des pas lourds se sont fait entendre à l'intérieur, puis le bruit d'une clé tournant dans la serrure et d'un verrou qu'on tire. La porte en bois s'est ouverte lentement en grinçant doucement. Dans l'embrasure de la porte se tenait Thibaut, vêtu d'un vieux survêtement usé. Son visage ridé reflétait la plus grande stupeur en me voyant, couverte de bleu, vêtue d'une blouse d'infirmière, soutenue par une inconnue. « Mon Dieu, ma petite, qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi es-tu dans cet état » s'exclama Thibaut, les yeux écarquillés. Il n'a pas perdu de temps en question. Il m'a immédiatement prise des bras de Léa et nous a fait entrer dans la maison, puis a refermé la porte hermétiquement. Le salon de Thibaut était très simple, éclairé seulement par une faible ampoule jaune. Au milieu de la pièce se trouvait une vieille table en bois, et l'air était imprégné de la forte odeur de café noir fraîchement préparé. Mais ce n'est pas le mobilier qui a attiré mon attention. Mes pas se sont immédiatement figés. J'avais l'impression que mes pieds étaient collés au sol en béton. Les yeux écarquillés, dans une incrédulité totale, j'ai regardé dans le coin de la pièce. Assis là, dans un vieux fauteuil en osier, se trouvait un homme d'âge mûr, une tasse de café chaud à la main. L'homme s'est tourné vers nous. Son visage était si familier. Les traits marqués, le regard calme et sa posture. C'était impossible. Ce devait être une hallucination due à ma blessure à la tête ou un reste d'anesthésique dans mon sang. L'homme assis devant moi était celui qui avait été porté disparu et déclaré noyé il y a 1 mois. C'était mon père. Il était en vie. Mon père a posé précipitamment sa tasse de café sur la table et s'est levé. Nous étions tous les deux sous le choc. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes en voyant mon corps meurtri et couvert de contusions. « Ma fille !» La voix de mon père a tremblé. Le mot qui a quitté ses lèvres a brisé toute ma rationalité. C'était la réalité. Pas un rêve. Un sanglot hystérique est sorti de ma gorge, que je ne pouvais plus retenir. Mes jambes ont lâché, je me suis effondrée sur le sol et j'ai pleuré de façon incontrôlable, libérant toute la douleur, la peur et la perte qui m'avaient consumé le mois dernier. Mon père a couru vers moi, s'est agenouillé sur le sol et m'a serré fort dans ses bras. La chaleur de son étreinte, son odeur caractéristique, tout était si réel. Je l'ai serré désespérément en retour, enfouissant mon visage dans sa poitrine. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus d'air. À la porte, Léa se tenait, la bouche ouverte, clairement confuse de voir l'homme qui était censé être mort étreindre sa patiente, mais elle est restée silencieuse, ne voulant pas interrompre le moment. « Papa, tu es vivant ?» Ils ont dit que tu étais mort. Mon mari et ma belle-mère, ils ont tout planifié. Ils m'ont piégé. Papa, sanglotai-je en touchant son visage pour m'assurer que la personne devant moi était un être humain qui respirait, pas un fantôme. Pardonne-moi, ma fille, pardonne-moi, murmura-t-il encore et encore en m'embrassant le sommet de la tête,
et ses larmes aussi ont coulé dans mes cheveux. Je ne voulais pas que tu souffres tant. Je ne savais pas que ce salaud agirait si vite et te ferait du mal. Après quelques minutes de pleurs émouvants, Thibaut nous a aidés à nous relever et nous a assis sur une chaise en rotin. Léa s'est assise sur l'autre chaise, observant toujours la situation avec prudence. Mon père s'est assis à côté de moi, me tenant fermement la main, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il la lâchait. « Papa, que s'est-il réellement passé? Pourquoi leur as-tu fait croire que tu étais mort? Et pourquoi mon mari et ma belle-mère veulent-ils si désespérément le code secret de ce coffre-fort en or dont tu leur as parlé ?» ai-je demandé, d'une voix encore rauque et tremblante, essayant de trouver un peu de clarté dans cette confusion. Mon père a pris une profonde inspiration. Son regard est devenu extrêmement sérieux et vif. « Écoute-moi bien, ma fille. Ton mari n'est pas un homme aussi bon que tu le pensais. Il y a quelques mois, j'ai secrètement engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de ton mari, car j'ai trouvé de nombreuses irrégularités dans les rapports financiers de notre entreprise qu'il gérait. Une terrible vérité a été révélée. Ton mari a accumulé des millions d'euros de dettes de jeu illégales. Un dangereux syndicat du crime le traquait, et ta belle-mère, cette femme avide, était l'instigatrice qui poussait constamment ton mari à voler et à vendre les biens de notre famille pour couvrir la dette. J'étais abasourdie. Le fait que mon mari soit un joueur qui volait ma propre famille me retournait encore plus l'estomac. Je savais qu'il ferait tout pour prendre ta fortune si je mourais subitement de mort naturelle. Tu serais complètement sous leur contrôle, continua mon père, sa voix pleine d'une colère contenue. C'est pourquoi je devais tester leur cupidité. Et en même temps, je devais trouver un moyen de les mettre derrière les barreaux pour longtemps. Je les ai délibérément piégés. J'ai dit à ton mari que j'avais vendu la plupart de mes actifs secrets et que je les avais convertis en plusieurs centaines de kilos d'or. J'ai dit que l'or était dans un coffre-fort secret, et que seuls toi et moi connaissions l'emplacement et le code. Mais ce coffre n'existe pas, n'est-ce pas, papa? L'ai-je interrompu. Je savais que notre famille était riche, mais nous n'avions jamais eu l'habitude de cacher d'énormes quantités d'or quelque part. Mon père a souri faiblement. C'était un sourire glacial. Le coffre est bien là, dans la maison de ton enfance, mais il est vide depuis longtemps. C'était juste l'appât, ma fille, un appât mortel pour attraper les rats les plus avides. Puis mon père a regardé Thibaut, qui a hoché la tête en signe d'approbation. Quand ton mari et ta belle-mère ont manigancé le renvoi de Thibaut avec cette calomnie grossière, j'ai su qu'ils vidaient la villa des témoins. Ils prévoyaient de me tuer au lac. C'est alors que Thibaut et moi avons élaboré notre plan de vengeance. Thibaut est secrètement retourné sur le terrain de la villa, qu'il connaissait comme sa poche. Quand ton mari m'a poussé du ponton cette nuit-là, Thibaut était caché derrière les buissons denses et a tout enregistré avec une caméra haute résolution. « Mais comment as-tu survécu dans l'eau glaciale du lac sans qu'il ne te remarque ?» ai-je demandé, les yeux écarquillés, en écoutant ce plan incroyablement dangereux. La veille, j'avais déjà caché une petite bouteille d'oxygène sous l'un des piliers du ponton. Quand je suis tombée à l'eau, j'ai immédiatement attrapé la bouteille d'oxygène et je me suis cachée sous le ponton jusqu'à ce que ton mari et ta belle-mère quittent les lieux, expliqua mon père. Après leur départ, Thibaut m'a tiré sur la rive et nous nous sommes cachés ici. Alors pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé vivre dans la terreur et le deuil pendant 1 mois? Ai-je demandé avec une certaine déception dans la voix. Les yeux de mon père se sont de nouveau remplis de larmes. Il a profondément baissé la tête, comme rongé par la culpabilité. Parce que ton mari est un sociopathe incroyablement intelligent et manipulateur, ma fille. Si tu avais su que j'étais en vie, ton mari aurait lu le mensonge dans tes yeux, dans tes gestes. Je voulais qu'il te voie complètement brisé, que ton mari se sente en sécurité, qu'il devienne arrogant et qu'il croie que son plan avait parfaitement fonctionné. Thibaut et moi avions besoin de temps pour rassembler d'autres preuves pour pouvoir les envoyer en prison pour très longtemps pour tentative de meurtre et vol qualifié. Nous voulions qu'ils pourrissent en prison, sans qu'aucun avocat ne puisse les sauver. Mon père a soupiré profondément, sa voix tremblant alors qu'il continuait. Mais j'ai fait une grave erreur. J'ai sous-estimé leur cruauté. Je ne pensais pas qu'ils agiraient si vite et qu'ils saboteraient ta voiture simplement parce que tu commençais à avoir des soupçons. Quand j'ai appris que tu avais eu un accident et que tu étais dans le coma, j'étais complètement anéantie. Ce plan a failli te tuer. Mon unique enfant. Pardonne-moi. Après cette longue explication, un profond silence s'est abattu sur le petit salon. Léa écoutait en silence, les mains serrées en poing. Dans ma poitrine, la violente tempête s'est lentement calmée, mais elle n'a pas été remplacée par la paix, mais par quelque chose de beaucoup plus effrayant. Mes larmes se sont taries. Mes sanglots ont disparu sans laisser de traces. La peur qui avait paralysé mes veines depuis l'accident s'est dissipée dans l'air de la nuit. Le chagrin que je ressentais à cause de la trahison de mon mari s'est figé en glace.
Là où il y avait autrefois de l'amour et de la peur, il n'y avait plus qu'un vide, qui s'est rapidement rempli d'une rage froide, rationnelle et calculée. J'ai levé la tête, j'ai regardé mon père, puis Thibaut, et enfin Léa, l'infirmière courageuse qui avait tout risqué pour me sauver cette nuit-là. « Tu n'as pas à t'excuser, papa, » dis-je d'une voix maintenant complètement stable, sans émotion et mortelle. « Ce n'est pas à nous de nous excuser. » Ils pensaient que j'étais juste une femme faible qui avait perdu la mémoire. Ils pensaient qu'ils avaient gagné cette partie. Je me suis levée lentement, ignorant la douleur que mon corps ressentait encore. J'ai regardé droit devant moi, imaginant les visages de mon mari et de ma belle-mère dormant paisiblement dans notre grande maison, planifiant ma torture du lendemain matin. « Nous allons utiliser ce coffre-fort vide, papa, » dis-je avec confiance. « Nous allons les conduire tout droit dans la tombe qu'ils ont eux-mêmes creusée. Demain, nous leur ferons croire qu'ils ont mordu à l'hameçon. » L'air nocturne dans le salon de Thibaut se fit de plus en plus frais, mais le sang dans mes veines bouillait d'une rage ardente. Il ne me restait plus une seule larme à gaspiller pour ce faux mariage construit sur des fondations de mensonges et de cupidité. Je me suis rassise sur la chaise en rotin, le dos droit, regardant fixement mon père et Thibaut, qui venaient d'ouvrir un vieil ordinateur portable noir sur la table en bois. Léa s'est assise à côté de moi et m'a tendu un verre d'eau tiède, que j'ai bu d'un trait. « Tu dois voir ça » dit Thibaut d'une voix rauque en tournant l'écran de l'ordinateur portable vers moi. C'est l'enregistrement original que j'ai fait depuis les buissons de l'autre côté du ponton de la villa. Cette nuit-là, j'ai utilisé une caméra équipée d'un objectif à longue portée, que j'utilise habituellement pour observer les animaux sauvages dans la forêt. Mes yeux étaient rivés sur l'écran lumineux dans la pièce sombre. La vidéo était en noir et blanc à cause du mode nuit infrarouge, mais les silhouettes étaient clairement visibles. J'ai vu mon père debout au bout du ponton en bois, tourné vers le lac sombre. Puis, de derrière, une haute silhouette d'homme est apparue, dont j'ai immédiatement reconnu la posture. C'était mon mari. Il marchait furtivement, comme un chien lâche. Sans un mot, sans aucun avertissement préalable, mon mari a poussé le dos de mon père de toutes ses forces avec ses deux mains. Dans la vidéo muette, j'ai vu mon père basculer en avant, perdre l'équilibre et tomber dans l'eau glaciale. Après que mon père a sombré, la caméra s'est focalisée sur ma belle-mère, qui se tenait non loin, près des arbres, et surveillait silencieusement les environs. Puis elle s'est approchée de mon mari au bout du ponton. Ils se sont tenus côte à côte et ont regardé l'eau pendant plusieurs minutes pour s'assurer que mon père ne remonterait pas à la surface. Une fois convaincu que leur victime était morte, mon mari a passé son bras autour des épaules de ma belle-mère et ils ont tous deux quitté les lieux en silence, comme s'ils venaient de jeter des ordures et non une vie humaine. J'ai serré les poings si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes, mais la douleur m'était indifférente. Voir cet enregistrement de mes propres yeux a eu un effet psychologique dévastateur. L'homme qui avait dormi dans le même lit que moi pendant 3 ans, qui avait mangé ma cuisine et m'avait appelée « ma chérie », était un assassin de sang-froid. Et ma belle-mère, la femme pour qui j'avais toujours acheté des cadeaux, et que je respectais comme ma propre mère, était le diable qui donnait les ordres. « Nous avons des preuves très solides de la tentative de meurtre, papa, » dis-je, brisant le silence. Ma voix était sourde et froide. Rien qu'avec cette vidéo, nous pouvons les faire condamner à la perpétuité tous les deux. Thibaut peut témoigner au tribunal qu'il a enregistré cette vidéo. Mon père secoua lentement la tête. Son visage reflétait la détermination d'un homme réfléchi. Cette vidéo prouve qu'ils ont essayé de me tuer, mais ton mari a volé beaucoup d'argent à notre entreprise et il a des relations avec des avocats corrompus. Au tribunal, ils peuvent déformer les faits. Ils peuvent dire que cette vidéo est le résultat d'une manipulation numérique, ou ils peuvent accuser Thibaut de l'avoir falsifié par vengeance personnelle. Comme il a été renvoyé, son témoignage pourrait être déclaré invalide. « Il a raison », dit Thibaut en refermant lentement l'ordinateur portable. « Selon nos lois, il faut plus qu'un enregistrement unilatéral. Nous devons détruire complètement leur alibi. Nous devons les prendre en flagrant délit d'un autre crime grave, avec les preuves entre leurs mains. Si nous pouvons prouver le véritable mobile, la tentative de meurtre visant à voler le patrimoine et à prendre le contrôle de l'héritage, alors ils ne trouveront aucune faille juridique. Alors, quel est le plan ?» ai-je demandé, regardant mon père et Thibaut, mon esprit commençant à élaborer la stratégie. Si nous leur envoyons simplement un message anonyme avec l'emplacement du coffre et le code, mon mari se méfiera, il pensera que c'est un piège. Il est trop intelligent pour accepter une information gratuite sans vérifier. C'est alors que Léa, qui était restée silencieuse à côté de moi jusqu'à présent, a lentement levé la main. « C'est moi qui leur donnerai le code demain matin », dit-elle d'une voix calme mais déterminée. Nous nous sommes tous les trois tournés vers la jeune infirmière.
Je la regardais avec gratitude et inquiétude. Léa, tu en as déjà trop fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie. Je ne veux pas te mettre dans un plus grand danger. Mon mari est cruel. S'il découvre que tu lui as menti, il pourrait te faire du mal. Léa secoua fermement la tête. Ses yeux reflétaient un courage que je n'avais jamais vu auparavant. Je travaille dans cet hôpital pour sauver des vies, pas pour laisser des meurtriers se promener en liberté. De plus, j'ai une raison personnelle. Ma sœur a été victime de violences conjugales causées par son propre mari, et ce salaud s'en est tiré parce que nous étions pauvres et n'avions aucune preuve. Je déteste ceux qui oppriment les faibles. Je suis déjà dans ce jeu, et j'irai jusqu'au bout. Ils ne me soupçonnent pas encore. Ils pensent que je suis juste une simple infirmière. Comment comptes-tu leur transmettre le message sans qu'ils se méfient ? Demanda Thibault, qui commençait à respecter le courage de Léa. Mon père se leva et se dirigea vers une armoire en bois dans le coin de la pièce. Il en sortit un petit carnet usé relié en cuir et le posa sur la table. J'ai reconnu le livre. C'était mon vieux journal d'enfance que j'avais caché dans la villa avant que mon père ne me fasse déménager. Nous allons utiliser ce livre comme appât final, dit mon père en ouvrant une page blanche au milieu du livre. Il sortit un stylo et, imitant parfaitement mon écriture, commença à écrire. Il griffonna des phrases confuses, comme si elles avaient été écrites par une personne complètement désorientée. À la fin de l'entrée, mon père ajouta l'adresse de notre ancienne maison et une combinaison de chiffres secrètes. De l'autre côté de la table, j'ai lu ce que mon père avait écrit. J'ai mal à la tête. Papa, où es-tu? Je dois trouver papa dans le lac. Papa a dit qu'il y avait de l'or dans notre vieille maison, 8 rue de la Chartreuse. La combinaison est 418 922. C'est tout ce dont je me souviens. Je dois aller rejoindre papa. Maintenant. C'est génial, murmurai-je, reconnaissant le plan de mon père. Il croit que je suis amnésique et que ma blessure à la tête a complètement embrouillé mon esprit. S'ils lisent ce message, ils ne penseront pas que c'est un piège. Ils croiront que mon subconscient a couché le secret de l'or sur le papier avant que je ne m'enfuie. Exactement, répondit mon père en tendant le journal à Léa. Demain matin, quand tu retourneras aux soins intensifs, il y aura sûrement une grande agitation parce que leur patiente a disparu. Ton mari et ta belle-mère arriveront en furie. C'est à ce moment-là que tu devras leur donner ce livre. Sois aussi terrifié que possible. Dis-leur qu'hier soir, avant qu'Amélie ne disparaisse, elle t'a donné ce journal en pleurant hystériquement. Dis qu'elle n'arrêtait pas de parler de vouloir rejoindre son père noyé. Léa prit délicatement le journal et hocha fermement la tête. Je comprends. Je vais leur faire croire à 100% que leur belle-fille est devenue folle à cause de l'amnésie et qu'elle s'est précipitée vers le lac sans but. Ils sous-estimeront l'esprit d'une patiente folle et ne se concentreront que sur le code du coffre. Et quand ils entreront dans la cave de la vieille maison demain soir pour chercher le faux or, Thibault afficha un large sourire. Ses yeux brillaient d'excitation. Moi, nous les attendrons déjà, avec 12 policiers en civil en qui j'ai confiance. Ce soir, nous nous reposons. Demain sera le vrai jour de la vengeance. Je me suis adossée à ma chaise. La fatigue s'empara lentement de mon corps, mais mon esprit était limpide et vif. Il n'y avait plus aucun doute dans mon cœur. Mon mari et ma belle-mère paieraient pour chaque larme, pour chaque blessure sur mon corps et pour chaque douleur qu'ils avaient causée à ma famille. Le piège était parfaitement tendu. Il ne nous restait plus qu'à attendre que les rats avides y entrent joyeusement. Les premiers rayons du soleil se sont infiltrés par la fenêtre de la maison en bois de Thibault, apportant une chaleur agréable qui contrastait fortement avec la tension de notre compagnie de 4 personnes. Depuis l'aube, aucun de nous n'avait fermé l'œil. Léa était déjà retournée à l'hôpital tôt le matin, dans sa blouse d'infirmière impeccable, comme si rien ne s'était passé pendant la nuit. Avant son départ, Thibault avait caché un minuscule dispositif d'écoute derrière le col de Léa. Le dispositif était connecté à un boîtier noir, un récepteur radio, qui se trouvait maintenant au milieu de la table. J'étais assise en silence, observant attentivement le boîtier noir. Mon père était assis à ma droite, tandis que Thibault s'appuyait contre la porte avec une tasse de café noir. Mon cœur battait à tout rompre, attendant que le dispositif se mette à parler. Nous suivions les événements de l'hôpital en direct. À 8 heures précises, le bruit statique s'est soudainement transformé en son clair. Je me suis immédiatement penchée plus près, retenant mon souffle. Comment ma femme a-t-elle pu disparaître des soins intensifs? Vous êtes tous aveugles? Entendit-on crier mon mari dans le couloir de l'hôpital. Le simple fait d'entendre sa voix me donnait la nausée. Sa voix était pleine de colère. Mais ce n'était pas la colère d'un mari inquiet, mais la panique d'un voleur qui a perdu la clé de son coffre-fort. Nous sommes vraiment désolés, monsieur.
Nous sommes en train de visionner les caméras de sécurité et nous avons prévenu la police. La patiente a probablement quitté la chambre d'elle-même pendant le changement de service à l'aube, entendit-on une voix d'homme, probablement le médecin de garde ou le chef de la sécurité. Désolé, comment cela a-t-il pu arriver? Ma belle-fille souffre d'amnésie, elle a une blessure à la tête. S'il lui arrive quelque chose, je vous jure que je poursuivrai cet hôpital jusqu'à la faillite. C'était la voix perçante de ma belle-mère. Son jeu d'actrice était si bon que j'ai failli rire amèrement. La femme qui criait maintenant, feignant l'inquiétude, avait suggéré quelques heures plus tôt de débrancher la machine. Le chaos a continué. On a entendu des bruits de pas. Le personnel de l'hôpital essayait de calmer mon mari. C'est maintenant que ça devient intéressant. J'ai serré la main de mon père alors que les pas se rapprochaient. C'était Léa. « Excusez-moi, monsieur, madame. » Entendit-on la voix de Léa à travers le dispositif d'écoute. Son ton était tremblant, comme si elle était terrifiée et hésitante. Les talents d'actrice de la jeune infirmière méritaient des éloges. Si je n'avais pas su que cela faisait partie du plan, j'aurais cru que Léa était vraiment morte de peur. « Quoi? Qui êtes-vous » gronda mon mari brutalement. « Je suis l'infirmière Léa, monsieur. »« J'ai soigné votre femme cette nuit, » répondit Léa, comme une petite souris effrayée. Avant que la patiente ne disparaisse, aux petites heures du matin, elle m'a appelée. Elle pleurait hystériquement, elle était très confuse. Son regard était vide. Puis un silence soudain. Je pouvais imaginer mon mari et ma belle-mère concentrant toute leur attention sur Léa. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?»« Parlez, enfin » ordonna Romain avec impatience. Elle parlait constamment de son père, monsieur. Elle disait qu'elle avait très mal à la tête et qu'elle devait trouver son père dans le lac immédiatement, puis elle m'a mis ce livre dans les mains. Elle m'a demandé de le garder, car c'était la seule chose qui lui restait de son père dans sa mémoire endommagée. Ensuite, je suis sortie chercher un calmant, et quand je suis revenue, elle avait disparu de la chambre. On a entendu un bruit de papier froissé et la couverture d'un livre qui claque. Mon mari avait sûrement arraché le journal des mains de Léa. J'ai retenu mon souffle. J'imaginais mon mari feuilletant mon vieux journal avec des yeux avides. Quelques secondes de silence qui semblaient une éternité ont suivi, puis j'ai entendu le halètement de mon mari. « Maman, regarde ça !» chuchota mon mari doucement. Sa voix n'était plus en colère, seul un tremblement d'excitation et de cupidité non dissimulée s'y faisait sentir. « Qu'est-ce que c'est, Romain ? Qu'est-ce que cette folle a écrit ?» demanda Hélène d'une voix tout aussi étouffée et avide. « C'est ça, elle l'a écrit. À cause de son amnésie et de ses lésions cérébrales. Elle a écrit l'emplacement du coffre et le code secret. Rue de la Chartreuse. C'est leur vieille maison de famille abandonnée à la périphérie de la ville. Et voici la combinaison aussi, dit Romain triomphalement. Ma belle-mère a ri doucement. C'était un rire mauvais et moqueur. Quelle idiote cette femme! Elle a vraiment perdu la tête et elle est allée au lac pour chercher son père en décomposition. Laissons-la errer. Qu'elle meure de froid en chemin. Romain, nous n'avons pas besoin de nous fatiguer à la chercher. Nous avons ce que nous voulions. Tu as raison, maman, répondit Romain d'une voix sinistre. Laissons la police trouver son corps. Ce soir, nous n'avons pas de temps à perdre avec une femme folle. À minuit, nous irons à cette vieille maison. Nous louerons une petite camionnette. Nous prendrons tout l'or avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Nous sommes riches, maman. Je vais payer toutes mes dettes. Après cette conversation, on a entendu mon mari et ma belle-mère partir précipitamment. Ils n'ont même pas pris la peine d'interroger davantage Léa ou de la remercier. Ils étaient tellement aveuglés par la cupidité qu'ils n'ont même pas remarqué qu'ils venaient d'avaler l'hameçon mortellement empoisonné. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis adossée à ma chaise. Ma main, qui tremblait auparavant, était maintenant ferme comme un roc. Thibaut a éteint le récepteur radio et nous a regardés avec un large sourire. « Ils ont mordu à l'hameçon, avec l'appât et tout, » dit Thibaut en posant sa tasse de café. « Ils t'ont sous-estimé, ma petite. Ils pensaient que tu n'étais qu'un pion impuissant et mentalement instable. Leur propre arrogance sera le marteau qui leur tombera sur la tête ce soir. » Mon père se leva. Son visage s'était durci, son regard était plein de détermination. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons nous occuper du grand accueil. Thibaut, appelez vos amis policiers maintenant. Assurez-vous qu'ils sont loyaux et que l'argent de mon mari ne peut pas les acheter. À partir de l'après-midi, nous mettrons en place le piège autour de la vieille maison. » Thibaut hocha la tête, sortit immédiatement son smartphone et se rendit sur le porche pour informer ses collègues. Pendant ce temps, mon père me regarda tendrement et posa ses deux mains sur mes épaules. « Es-tu prête pour ça, ma fille? Ce soir, tu vas te retrouver face à l'homme qui voulait nous tuer tous les deux. Si tu ne te sens pas assez forte, physiquement ou mentalement,
Tu peux rester ici et laisser la police s'en occuper. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Il n'y avait pas le moindre doute dans mon cœur. Je dois être là, papa. Je veux voir les visages de mon mari et de ma belle-mère quand ils ouvriront ce coffre-fort vide. Je veux être la dernière chose qu'ils voient avant que les menottes froides ne se referment sur leurs poignets. Je ne suis plus cette femme faible qu'ils pouvaient si facilement tromper. Cette nuit-là, nous sommes tous les trois partis dans une voiture de location vers l'ancienne maison de mon père, rue de la Chartreuse. La route était silencieuse, bordée d'une végétation dense des deux côtés. La maison se dressait encore solidement, bien que la peinture s'écaillait des murs et que la cour soit envahie par les mauvaises herbes. Cette maison abritait les plus beaux souvenirs de mon enfance, mais ce soir, elle serait la prison des monstres qui avaient détruit ma vie. Nous sommes arrivés en même temps que 3 camionnettes noires banalisées, dans lesquelles se trouvaient 12 policiers en civil. Thibault les a accueillis et a serré la main d'un commandant de police qui semblait être un vieil ami de confiance. Le commandant a écouté attentivement les instructions de Thibault, puis a immédiatement ordonné à ses hommes de se disperser dans les angles morts autour de la vieille maison. Certains policiers se sont cachés derrière les arbres touffus de l'arrière-cour, tandis que d'autres se tenaient près dans le couloir sombre menant à la cave. Moi, mon père et Thibault sommes descendus les marches poussiéreuses en béton jusqu'à la cave. En bas, l'air était suffocant. Une odeur de terre humide et de fer rouillé flottait. Au fond de la cave faiblement éclairée se trouvait un énorme coffre-fort en acier encastré dans le mur. La porte du coffre semblait massive et lourde, équipée d'une serrure à combinaison rotative et d'une serrure à clé mécanique complexe. C'était le coffre-fort original que mon grand-père utilisait pour stocker les documents familiaux et les bijoux, avant que tout ne soit transféré à la banque de mon père. Ce coffre était complètement vide depuis plus de 10 ans. Mon père s'est approché du coffre. Il a sorti une épaisse feuille de papier blanc et un marqueur noir de la poche de sa chemise. Il y a écrit une courte phrase en grosses lettres épaisses. Puis il a tourné la serrure à combinaison, a ouvert la lourde porte en acier et a placé le papier au milieu de l'espace vide. Il a refermé la porte et a tourné le cadran jusqu'à ce qu'il se verrouille fermement. « Tout est prêt », dit mon père. Il se retourna et nous regarda, moi et Thibault. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous cacher dans l'armoire du compteur électrique dans le coin et à attendre que les rats entrent dans le piège. L'éclairage principal de la cave a été éteint. L'obscurité totale nous a enveloppés. L'air froid me mordait presque la peau, mais la tension et l'attente m'ont fait oublier le gel. Je me tenais dans une petite niche sombre et étroite, entre mon père et Thibault. De temps en temps, je caressais les contusions sur mon bras pour me rappeler la douleur qu'il m'avait infligée. Minuit est arrivé. À 0,25 exactement, le faible bruit d'un moteur de voiture a brisé le silence de la nuit à l'extérieur. À l'étage, une portière de voiture a claqué. Puis on a entendu le bruit sourd de pas sur le plancher en bois du rez-de-chaussée. Mon cœur pompait le sang à un rythme effréné. Les pas ont commencé à descendre les escaliers en béton vers la cave. Le bruit des chaussures sur le béton résonnait de plus en plus clairement. La lumière de 2 lampes de poche plus puissantes a balayé la cave sombre, sautant d'un côté à l'autre dans la poussière en suspension, jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur la porte en acier géante du coffre-fort. Du fond de la pièce, j'ai entendu un halètement incroyablement avide. « Nous l'avons trouvé, maman », chuchota mon mari dans l'obscurité. Sa voix tremblait d'une excitation débordante. Nous l'avons vraiment trouvé. L'air se raréfiait dans l'armoire électrique exiguë, mais je n'osais pas prendre une profonde inspiration. Mon père se tenait droit à ma droite, son épaule touchant la mienne, dégageant une force silencieuse. À ma gauche, Thibault tenait l'interrupteur principal de la cave, sa main massive prête à l'action. Nous étions tous les trois dans l'obscurité totale, la porte en bois juste assez entr'ouverte pour que nous puissions voir. Les pas se rapprochaient. « Nous l'avons trouvé. Ce vieil imbécile n'a pas menti. Ouvre-le vite, avant que quelqu'un ne voie la lumière de nos lampes de poche de l'extérieur, » dit ma belle-mère d'une voix moqueuse et impatiente. « Quelle était la combinaison ? Ne te trompe surtout pas. Je ne veux pas que le coffre se bloque automatiquement. » 4-1-8-9-2-2, répondit mon mari avec confiance. Ma folle de femme a clairement écrit les chiffres dans son journal. Qui aurait cru que son esprit endommagé résoudrait tous nos problèmes financiers? Si nous obtenons cet or, je paierai mes dettes de jeu, et nous pourrons vivre en paix. Quant à cette femme, laissons le gel l'emporter au bord du lac. La police pensera qu'elle est devenue dépressive après l'accident, et qu'elle s'est suicidée. Ces mots, sortant directement de la bouche de mon mari, ont lentement déchiré mon cœur. Bien que je sache à quel point il était corrompu, l'entendre planifier ma mort si nonchalamment me causait encore une réelle douleur. Mon père, à côté de moi, serra les poings. Sa mâchoire se crispa de colère contenue. J'ai touché son bras.
lui signalant de rester calme et d'attendre le moment parfait. La lumière des lampes de poche tremblait alors que mon mari commençait à tourner la serrure à combinaison. Clic. Le premier chiffre, 4, chuchota mon mari. Clic. Le deuxième, 1. Un bruit plus lourd et plus long a mis fin à la rotation. 2. S'exclama mon mari, haletant. Puis il inséra un pied de biche en acier qu'il avait préparé dans la fente du levier et tira la poignée du coffre de toutes ses forces. Les charnières, qui n'avaient pas été ouvertes depuis plus de 10 ans, ont grincé de façon métallique. Le son a résonné bruyamment alors que la porte en acier de plusieurs centaines de kilos s'est enfin ouverte en grand. Ma belle-mère a fait un pas en avant, haletante. Éclaire à l'intérieur immédiatement. Je veux voir la montagne d'or, ordonna-t-elle d'une voix haute et avide. Mon mari a dirigé le faisceau de sa lampe de poche directement dans l'intérieur sombre du coffre. Un silence incroyablement profond s'est abattu sur la cave. Pas de cri de triomphe. Pas de rire joyeux comme il l'avait fait dans le couloir de l'hôpital ce matin-là. Juste un silence très étrange et sinistre. Où est l'or? La voix de ma belle-mère tremblait, brisant le silence, pleine de panique. Pourquoi est-il vide? Où sont les lingots d'or dont tu parlais? C'est impossible, bégaya mon mari. Le faisceau de sa lampe de poche balayait frénétiquement chaque recoin du coffre, essayant de trouver quelque chose qui n'avait jamais été là. Il doit y avoir un autre compartiment secret. Où cette femme a écrit le mauvais endroit. Mais c'est bien ce coffre. Pourquoi est-il vide? Qu'est-ce que c'est que ce papier par terre? Ramasse-le, cria ma belle-mère, pointant du doigt la épaisse feuille de papier blanc que mon père avait laissée plus tôt dans l'après-midi. La main de mon mari tremblait alors qu'il se penchait dans le coffre et sortait le papier. Il l'éclaira et lut les lettres épaisses qui y étaient inscrites. Sa voix se brisa, on pouvait presque entendre la terreur alors qu'il prononçait à voix haute. « Je vous cherchais. » Au moment précis où mon mari a prononcé le dernier mot, j'ai regardé Thibaut et j'ai hoché fermement la tête. Thibaut a immédiatement actionné l'interrupteur principal. En un clin d'œil, les 4 énormes projecteurs installés par la police dans la cave se sont allumés simultanément. La lumière blanche aveuglante a chassé l'obscurité de la pièce, ne laissant aucune ombre. Mon mari et ma belle-mère ont hurlé de surprise, se couvrant instinctivement les yeux avec leurs bras pour se protéger de la lumière aveuglante. La lampe de poche est tombée des mains de mon mari et a atterri sur le sol en béton avec un bruit métallique. Dès que leurs yeux se sont habitués à la lumière soudaine, nous sommes sortis tous les 3 de l'armoire électrique en même temps. J'étais en tête. Mes pas étaient calmes, stables et confiants. Je me suis arrêtée à exactement 5 pas d'eux. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux, avec un regard glacial. À ma droite, mon père se tenait droit et digne. À ma gauche, Thibaut se tenait avec une expression dure, une grande tablette à la main. Du haut des escaliers de la cave, Léa est descendue lentement. Adossée au mur de pierre, elle a souri sarcastiquement aux 2 personnes qui tremblaient de peur devant le coffre-fort. Le visage de mon mari était d'une pâleur mortelle, presque aussi blanc que le papier. Sa mâchoire est tombée. Ses yeux se sont écarquillés comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Ils nous regardaient alternativement, moi et mon père. Ma belle-mère a reculé en haletant jusqu'à ce que son dos heurte la porte ouverte en acier du coffre. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Vous êtes des fantômes. Vous êtes morts tous les 2, hurla mon mari d'une voix fluette et brisée. Ses jambes ont lâché et il s'est effondré sur le sol poussiéreux. D'un doigt tremblant, il a montré mon père. Je t'ai vu te noyer. C'est moi qui t'ai poussé. Tu ne peux pas être en vie. Mon père a souri. C'était un sourire glacial, sans chaleur. Tu as raison. Tu m'as bien poussé dans ce lac, mais malheureusement, tu as été trop lâche pour t'assurer que tu avais bien fait ton travail. Tu étais trop occupé à t'enfuir de la scène, alors tu n'as pas remarqué que je ne suis pas mort ce jour-là. Le regard de mon mari s'est posé sur moi. La peur que j'ai vue sur son visage m'a rempli d'une immense satisfaction. Et toi, tu es amnésique. Ton cerveau est fichu. L'infirmière l'a dit. Tu as couru au lac pour chercher le cadavre de ton père. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. J'ai regardé l'homme pathétique recroquevillé sur le sol avec un profond dégoût. Amnésique? Tu croyais que j'avais oublié comment tu as saboté mes freins? Tu croyais que j'avais oublié comment vous vous disputiez, ta mère et toi, aux soins intensifs pour savoir quand débrancher la machine? J'ai tout entendu, mon cher mari. J'ai entendu chaque mot sale qui est sorti de vos bouches. J'ai montré Léa, qui a fait un signe moqueur du haut des escaliers. Et cette infirmière que tu as mentionnée, c'est elle qui m'a aidé à m'échapper de vos griffes. Et le journal que tu as lu si avidement n'était qu'un appât que nous avons préparé pour vous attirer ici.
Ma belle-mère a soudainement commencé à crier hystériquement. Elle a donné un coup de pied dans le corps de son fils, qui était toujours assis par terre. « Tout est de ta faute. Tu as dit que ce plan était parfait. Tu as dit que nous serions riches. Maintenant regarde. Nous avons été piégés par cette salope et son père. » « Silence. Vieille sorcière avide. » a hurlé Thibaut d'une voix tonitruante qui a immédiatement réduit ma belle-mère au silence par la peur. Thibaut s'est avancé et a levé la tablette qu'il tenait. Il a appuyé sur le bouton de lecture et l'enregistrement vidéo en noir et blanc de cette nuit-là, au bord du lac, est apparu clairement à l'écran. Vous avez renvoyé la mauvaise personne. Vous pensiez qu'en me chassant de la villa, vous pourriez assassiner mon patron sans témoin. J'ai tout vu depuis les buissons. J'ai enregistré, à la seconde près, comment vous avez essayé de tuer l'homme qui vous a offert une vie de luxe. Mon mari s'est bouché les oreilles. Il a refusé de regarder l'écran de la tablette. Il a secoué la tête désespérément. Non, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est de la calomnie. Je n'ai tué personne. Vous n'avez pas assez de preuves. Vous ne pouvez pas m'emmener à la police sur la base d'une vidéo aussi sombre. Tu as raison. Tu pourrais peut-être contester cette vidéo avec ton cher avocat, dis-je d'un ton monotone mais tranchant. C'est pourquoi nous avions besoin de vous ici, ce soir, sur la propriété privée de ma famille, où vous avez forcé un coffre-fort sans autorisation au milieu de la nuit. Tentative de meurtre, complétée par des dégradations, et une tentative de vol qualifiée. Il n'y a pas un seul juge au monde qui vous acquitterait. Soudain, le bruit de bottes a retenti dans les escaliers de la cave. Une douzaine de policiers en uniforme et en civil ont fait irruption dans la pièce. Ils ont immédiatement encerclé mon mari et ma belle-mère, pointant fermement leurs armes sur eux. Personne ne bouge. Les mains en l'air, puis sur la nuque. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour suspicion de tentative de meurtre, dégradation et tentative de vol qualifié, a crié l'ami de Thibaut, le commandant, d'une voix sévère et retentissante. Ma belle-mère a immédiatement éclaté en sanglots hystériques, s'est jetée par terre, a supplié pour son pardon et a crié qu'elle ne savait rien, accusant son propre fils de tout. Pendant ce temps, mon mari s'est levé. Tout son visage avait perdu ses couleurs. 2 policiers costauds l'ont plaqué contre le mur de briques et lui ont passé les menottes fermement derrière le dos. Le cliquetis des menottes a été le plus beau son que j'ai entendu au cours du dernier mois. Alors que les policiers emmenaient mon mari, il m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes de désespoir et de terreur infinie. « Chérie, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. J'avais trop de dettes. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis ton mari, dit-il d'une voix pitoyable. Je l'ai regardé sans ciller. Aucune pitié, aucune compassion et aucun amour ne restait dans mon cœur pour cet homme. Je me suis penchée vers son oreille et j'ai chuchoté doucement. Ma femme est morte dans un accident de voiture quand ses freins ont lâché. La personne qui se tient devant toi maintenant est un condamné qui pourrira en prison pour le reste de sa vie. Adieu. J'ai détourné la tête. J'ai laissé les policiers emmener mon mari et ma belle-mère hors de la cave, directement vers les voitures de patrouille qui attendaient à l'extérieur. Leurs sanglots et leurs cris se sont lentement estompés, remplacés par le hurlement des sirènes qui a traversé le silence de la nuit. Mon père m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé fièrement sur le sommet de la tête. Ce jeu était terminé, et j'avais gagné. La procédure judiciaire s'est déroulée beaucoup plus rapidement que je ne le pensais. La nouvelle de l'arrestation d'un mari ayant tenté de tuer son beau-père et sa femme dans l'espoir d'un faux trésor en or a immédiatement fait la une des médias nationaux. L'opinion publique était indignée et a suivi l'affaire tous les jours, exerçant une pression énorme sur le parquet et la police pour que l'affaire soit totalement transparente. Dans la salle d'audience froide et bondée, pleine de journalistes, j'étais assise au premier rang, à côté de mon père. Nous avons regardé les avocats coûteux engagés par mon mari essayer d'atténuer sa peine, mais tous leurs efforts ont été réduits en poussière. Nos preuves étaient accablantes et irréfutables. Thibaut a été le premier témoin clé. Il a témoigné d'une voix ferme et a projeté la vidéo prise au bord du lac sur le grand écran de la salle d'audience. Tout le monde a été choqué en voyant clairement comment mon mari avait poussé mon père sans aucune hésitation. Ensuite, Léa a prêté serment. La courageuse jeune infirmière a raconté en détail comment mon mari et ma belle-mère avaient prévu d'arrêter mon traitement médical aux soins intensifs à cause du code du coffre. Le témoignage cohérent, professionnel et étayé par les dossiers de l'hôpital de Léa a complètement détruit la stratégie de la défense. Le coup de grâce a été porté par ma belle-mère. Terrifiée par la lourde peine, elle a décidé de trahir son propre fils. Devant le juge, versant des larmes de crocodile, elle a affirmé que l'idée du meurtre venait entièrement de son fils, qui voulait ainsi régler ses dettes de jeu illégales. Sur le banc des accusés,
Mon mari ne pouvait que regarder sa mère avec haine et désespoir. Ils ont tous deux été anéantis devant la loi. Le jour du verdict, le juge a prononcé la peine maximale, sans possibilité de libération conditionnelle. Mon mari a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de meurtre avec préméditation contre moi et mon père, ainsi que pour escroquerie et vol qualifié. Ma belle-mère a écopé de 20 ans de prison, car il a été prouvé qu'elle était l'instigatrice dans la planification du meurtre. Un jour après le verdict, le tribunal aux affaires familiales a officiellement validé l'annulation de notre mariage. Je n'ai pas accepté un seul centime de la fortune de mon ex-mari. J'ai jeté son nom de famille hors de ma vie. J'ai fait disparaître toute trace de lui de notre maison, et j'ai effacé tout souvenir de lui de mon esprit. J'étais libre. Enfin, je pouvais redevenir moi-même. Quelques semaines après que les tempêtes juridiques se soient calmées, mon père m'a emmené dans une grande banque privée parisienne. Le directeur de la banque nous a personnellement accueillis et nous a accompagnés dans un coffre-fort souterrain hautement sécurisé. Après avoir franchi 3 portes en acier protégées par des empreintes digitales et des scanners rétiniens, mon père a inséré une longue clé mécanique dans l'un des énormes compartiments. Lorsque la porte du coffre s'est ouverte, j'ai eu le souffle coupé un instant. Il s'est avéré que le mensonge de mon père n'en était pas tout à fait un. Là, se trouvaient vraiment plusieurs centaines de kilos d'or éblouissants, alignés en ordre militaire dans le coffre en acier. Mon père l'avait vraiment fait. Il avait converti la majeure partie du patrimoine non liquide de notre famille en or par l'intermédiaire de la Banque de France pour le sauver de la faillite que mon ex-mari avait presque causée. Seulement, l'or n'était pas dans la vieille maison en ruine, mais dans l'endroit le plus sûr de la ville. « Tout cela est à toi, ma fille, » dit mon père en me tapotant doucement l'épaule. « Je suis vieux maintenant. Je ne peux pas emporter cette immense fortune avec moi dans la tombe. Je veux que tu utilises cet argent pour reconstruire ta vie. Voyage à travers le monde, lance une nouvelle entreprise, ou fais tout ce qui t'aidera à oublier cette tragédie. » Je regardais le tas d'or éblouissant, cette fortune qui avait transformé mon mari en démon, cette fortune qui avait failli me coûter la vie, à moi et à mon père. Autrefois j'aurais pu être dépensé cet argent en vêtements de luxe ou en agrandissant la villa. Mais après avoir frôlé la mort, ma vision du monde a changé à 180 degrés. Je me suis souvenu de la terreur aux soins intensifs, de l'impuissance paralysante dans un corps paralysé, tandis que ceux qui auraient dû me protéger planifiaient mon meurtre. « Je ne veux pas garder tout ça pour moi, papa, » répondis-je d'une voix ferme. « Je veux transformer cette douleur en quelque chose de curatif. Il y a tellement de femmes coincées dans des mariages destructeurs, des femmes qui sont manipulées, torturées, et qui n'ont nulle part où fuir, comme moi. Elles n'ont pas la chance que j'ai eue d'avoir un père aussi intelligent et des alliés courageux. Je veux créer un refuge pour elles, un endroit qui sera un phare dans les ténèbres de leur vie. » Mon père a souri largement, ses yeux brillant d'une fierté sans borne. Il m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé sur le front. « Je soutiendrai toutes tes décisions, ma fille. Nous construirons ce phare ensemble. » 6 mois plus tard, sur un vaste terrain dégagé et boisé dans une banlieue calme de Paris, un grand bâtiment moderne et écologique a officiellement ouvert ses portes. Sur l'énorme panneau au-dessus de l'entrée, on pouvait lire « Lueur d'espoir, centre intégré d'aide juridique d'urgence et de protection. » Ce n'était pas un simple orphelinat ou un refuge. Nous fournissions des soins médicaux complets aux victimes de violences physiques, des psychologues professionnels pour le traitement des traumatismes, et une équipe d'avocats expérimentés qui offrait une aide juridique gratuite aux femmes qui voulaient s'échapper de relations abusives. Le jour de l'inauguration, l'air était chargé d'émotions. Je me tenais sur une petite estrade dans la cour de la fondation, regardant ceux qui comptaient le plus dans ma vie. Au premier rang se tenait Léa, vêtue de sa toute nouvelle blouse d'infirmière blanche, une carte d'identité autour du cou, directrice des services de santé de la Fondation Lueur d'Espoir. Je l'avais sortie de ce travail épuisant à l'hôpital, lui avais donné un double salaire et de bien meilleures conditions, car je savais qu'il n'y avait pas d'autre infirmière au monde avec un cœur aussi pur et courageux que le sien. À côté de Léa se tenait Thibaut, dans un imposant uniforme bleu. Il était le directeur de la sécurité et des opérations de la Fondation Lueur d'Espoir. Tant que l'ancien enquêteur dirigeait l'équipe de sécurité, aucun agresseur, aucune mauvaise personne ne mettrait les pieds à l'intérieur des portes de la Fondation. Et bien sûr, mon père était assis à la place d'honneur, me regardant avec ce sourire fier qui n'avait pas quitté son visage de toute la matinée. La cérémonie s'est terminée par la coupe du ruban, et un tonnerre d'applaudissements a rempli l'air. Après la célébration, j'ai parcouru les couloirs propres et lumineux de la Fondation. J'ai vu quelques femmes, qui venaient tout juste d'échapper à une situation familiale cauchemardesque, assises dans le jardin,
profitant du soleil et souriant timidement. Voir leur visage, les voir retrouver l'espoir, m'a fait comprendre que toute la fatigue et le traumatisme de mon passé en valaient la peine. Je suis sortie sur la terrasse arrière et j'ai regardé le jardin fleuri. La brise de l'après-midi me caressait doucement le visage, apportant l'odeur apaisante du jasmin. Je n'étais plus cette femme faible et naïve qu'on pouvait facilement tromper avec de fausses promesses. Cette trahison m'avait autrefois brisée en 1000 morceaux, brûlée dans les flammes de la cupidité et de la souffrance. Mais comme le fer est forgé dans la fournaise ardente, je ne suis pas devenue cendre. Au lieu de cela, je suis devenue une épée d'acier, plus forte, plus tranchante et indestructible. Mon réveil du coma était le début de mon cauchemar, mais maintenant, les yeux ouverts et l'esprit clair, j'étais enfin vraiment revenue à la vie. Je me tiendrai ici, le dos droit, et je m'assurerai qu'aucune femme ne pleure plus en silence et dans la terreur dans sa propre maison. Mon histoire est terminée, mais mon combat pour les protéger ne fait que commencer. Que pensez-vous de la vengeance d'Amélie? Pensez-vous qu'elle a pris la bonne décision à la fin? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à laisser un gros like et à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires palpitantes. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.